Vous avez un peu une idée du panorama de ce qui a composé la délégation à cette COP. Maintenant, on va rentrer dans le dur, en commençant déjà par un truc semi-sérieux, mais quand même un petit peu sérieux, c'est-à-dire les interpellations qu'on a, enfin moi non, mais que notre délégation jeune là-bas a fait à Emmanuel Macron et Patrick Pouyanné. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les sublimes posts réseaux sociaux, en gros, il y a Luc Chal qui n'est pas là ce soir, je crois, donc qui est quelqu'un de Climate, qui a interpellé Macron d'abord en lui demandant s'il voulait bien signer un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Bon voilà, il y a eu une petite discussion qui s'en est suivie, mais Macron il répond en gros du tac au tac, comme il aime bien faire, en disant que oui, lui, pas de problème pour signer ça. Je ne crois pas savoir qu'il l'ait signé entre-temps. Et Patrick Pouyanné, où globalement, bonjour, vous êtes Patrick Pouyanné, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, notamment pour nous parler de ce que nous, on n'a pas vu, c'est-à-dire l'avant et l'après ces deux événements, en commençant peut-être par l'interpellation de Macron. Et qui veut se lancer? Je ne sais pas qui... En ajoutant peut-être que... Comment est-ce que vous faites justement pour interpeller des personnalités comme ça? Est-ce que vous les croisez? Est-ce que vous connaissez le chemin par lequel elles passent? Ou est-ce que c'est un pur hasard et vous leur sautez à la gorge? Enfin, comment se fait l'embuscade? Exactement. Peut-être Lisa, comme tu étais avec Luc, pour Macron. Ouais, on commence par Macron. Juste pour revenir sur comment on arrive à les piéger et à leur tendre une embuscade. Déjà, il faut aussi garder en tête qu'on a une société civile qui est hyper mobilisée et donc il y a aussi cette idée d'échange d'informations qui est constante et qui nous a bien aidé là-dessus. Pour le traité de non-prolifération, donc l'interpellation de Macron sur laquelle Noémie reviendra ensuite, faut savoir que c'était à la suite d'une conférence de presse où Luc s'est retrouvé par je ne sais quelle... très bonne chance, très belle opportunité. Donc il a pu justement attraper Macron alors qu'il sortait de la salle. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. C'était vraiment pas du tout prévu pour nous. Évidemment, on avait connaissance que Macron était là sur ces jours-ci pour le sommet des chefs d'État. Néanmoins, voilà, ça a été complètement inattendu et pareil pour Pouyanné. Donc concrètement, il faut aussi prendre en compte qu'à la COP, on ne peut rien prévoir, que l'agenda de la journée change tout le temps. Je veux dire, même jusqu'à la fin, ça a été le cas. On attendait un texte le dernier jour ou l'avant-dernier. La COP a été prolongée d'une journée de plus. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on est obligé d'improviser en permanence et de s'adapter. Et ça a été en tout cas le cas pour Macron et Pouyanné, dont on a appris la venue vraiment quelques minutes avant. Oui, c'est vrai qu'il faut être un peu toujours sur le qui-vive pour ce genre d'événement. Personne n'avait prévu d'interpeller Emmanuel Macron en particulier, mais là, pour le coup, en tout cas, Luc était au bon endroit au bon moment. Et qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette interpellation, c'est que c'est parti en fait d'une idée que ce fameux traité, donc, qui est à la base d'une initiative de la société civile, prend de plus en plus d'ampleur. Son objectif, c'est d'appeler en fait tous les niveaux d'action à s'engager sur la non-prolifération des énergies fossiles. Donc en fait, on peut signer ce traité au niveau individuel, en tant qu'organisation, en tant qu'État. Et en fait, c'est une dizaine de pays d'États insulaires du Pacifique notamment qui ont été les premiers, qui ont été vraiment pionniers à s'engager dans cette dynamique-là et qui ont été rejoints par la Colombie au tout début de la COP. Donc c'était un signal hyper fort d'un pays qui utilise quand même beaucoup d'énergie fossile à rejoindre ce traité. Et donc on s'est dit pourquoi pas la France, après tout. On est souvent, la France se vante souvent d'être pionnière dans plein de trucs. Donc pourquoi pas sur ce sujet-là.
Et bingo, en fait, il s'est engagé à le signer. Donc maintenant, on attend qu'il tienne sa promesse. Donc on va essayer de continuer au maximum les actions pour que ça se concrétise vraiment. Et puis d'ailleurs, ce traité a été rejoint dans les derniers jours de la COP par les îles Samoa aussi. Donc on voit toujours que c'est les États insulaires du Pacifique qui sont vraiment pionniers dans ces questions-là. Et pour Pouyanné, je vais peut-être laisser Strel en parler, parce que tu étais là. Avant de passer à Pouyanné, j'allais juste vous dire les termes. Pour Luc, c'est le genre de personne à mettre le pied dans la porte pour à chaque fois se faire une place. Et parfois, c'est qu'en faisant ça qu'on arrive à avoir ce genre d'interaction. Il avait filmé en scred, donc tout est fait pour que là, on a eu un moment assez épique, mais ça n'arrive pas toujours. Là, on n'en parle pas, mais moi, par exemple, j'ai croisé par hasard, donc parfois il y a quand même un peu de hasard, Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de la Transition énergétique. Mais quand c'est du hasard et que c'est dans les couloirs, j'ai pu poser qu'une question, elle m'a répondu avec des éléments de langage, donc il y a beaucoup moins de choses intéressantes. Ce que tu disais sur le traité de non-prolifération, c'est que nous, c'est pas simplement qu'il faut qu'on attende qu'il tienne parole, mais il faut qu'on le pousse à ce qu'il tienne parole, parce que notamment, ça pousserait l'État français à reconsidérer, par exemple, les permis et les autorisations que la France donne à Total pour faire de nouveaux projets d'expansion des énergies fossiles. Et on va en reparler, mais c'est un énorme sujet. Du coup, on accueille Lolita, Altinaï, pardon, oui. Excusez-moi du retard. Mais du coup, on arrive. Et en fait, il y a cette hypocrisie qui, malheureusement, est présente dans les négociations où la France, en quelque sorte, se dissocie dans les négociations de Total, dans ce qu'elle fait comme entreprise à l'étranger. Pourtant, on va parler un peu de Pouyanné, il avait un badge rose, ce qui veut dire que c'est la délégation française qui lui avait donné une accréditation. On avait nous-mêmes été un peu prévenus dans la rencontre qu'on avait eue en octobre avec la délégation française qui était à la COP28, avec l'ambassadeur climat. Il avait dit qu'il n'hésiterait pas à inviter, je cite, le grand méchant loup. Donc, il y a cette hypocrisie qu'il faut pointer. Et l'appel, du coup, c'est pas encore un traité qui existe, c'est un appel pour avoir un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Il permettrait de mettre ça en avant et de mettre aussi en avant le souci qu'on a en France d'avoir les pires banques européennes. Et c'est dans le top 5 des banques mondiales qui investissent massivement dans les énergies fossiles. Donc forcément, c'est dans ces conditions-là qu'il faut absolument nous pousser pour qu'on puisse avoir un maximum d'impact sur la parole qu'a pu tenir le président de la République. Et sur Pouyanné, peut-être, je rajoute un mot. Sur Pouyanné, là, c'était une source sûre qui nous avait donné l'info qu'il prendrait un petit déjeuner avec des lobbyistes donc des énergies fossiles. Évidemment, je ne sais pas si c'est un hasard, c'était dans le même bâtiment que le pavillon français. Et du coup, on a pu le croiser comme ça. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que moi, au départ, j'allais juste à un petit déjeuner ACE, qui normalement, ACE, c'est un item sur la jeunesse, donc j'allais à la cool. Et puis, au final, tout le monde me met la pression pour dire « Vas-y, Strel, confondre Pouyanné ». Donc du coup, j'ai accompagné Luc et il nous a donc menti sur le nombre de lobbyistes que Total a amené à la COP. Au départ, dans la vidéo, ils nous ont dit 3, son attaché de presse nous en dit 6. Vers le média, au final, dans ses recherches, on trouve 12. Et dans le rapport de Mediapart, en fait, quand on associe tous les lobbyistes, par exemple ceux avec lesquels il passait le petit déjeuner le matin, c'est près de 200 lobbyistes qu'il y avait. Et on va en reparler un peu plus tard. Mais il faut le remettre dans le contexte qu'il y avait à peu près 2400, un peu plus, lobbyistes des énergies fossiles.
Donc forcément difficile parfois de faire face à une telle pression. Mais moment, on aura réussi à mettre un peu les puissants mal à l'aise et à les déstabiliser. Donc on a fait ce qu'on a pu. Si je peux peut-être juste rajouter une dernière chose sur les interpellations. On a aussi réussi à interpeller Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, à la fin d'un side event, donc d'une conférence en parallèle des négociations qui se tenait sur le pavillon français. Et en fait, en l'interpellant juste en 2 minutes comme ça, on a finalement obtenu un rendez-vous avec lui le lendemain, d'1 heure, même un peu plus au final, je pense. Et en fait, au final, c'est très utile pour nous parce que ça nous permet de vraiment porter notre plaidoyer, d'envoyer des messages forts et aussi parfois de les déstabiliser parce que parfois ils connaissent moins bien les sujets que nous. Donc ça, c'est de très bonnes occasions qui arrivent en effet souvent par hasard et qui nous permettent d'avoir vraiment un impact. Oui, je vais te laisser te présenter du coup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Altinaï Bidobail, je suis étudiante en master à Sciences Po Rennes sur le campus de Caen, un master sur les générations futures et les transitions juridiques. Et j'ai eu l'occasion et la chance de partir à la COP dans la délégation du RESES, que je remercie encore une fois. Voilà, donc j'ai accompagné Estrelle et Camille et j'étais accompagnée de Lolita qui est en master avec moi et avec qui je travaille sur la campagne qu'on a portée à la COP principalement, donc qui s'appelle World Youth for Climate Justice. Et nous, on travaille sur l'avis consultatif qui est en cours devant la Cour internationale de justice. Le but, c'était d'en parler à la COP, de faire résonner les enjeux des négociations avec les enjeux qui seront discutés devant la Cour internationale de justice. Parfois, je dirais CIJ. CIJ, c'est Cour internationale de justice, mais je vais essayer de le dire en entier. Voilà, donc le but, c'était de aussi pouvoir voir comment se passaient les négociations, pouvoir contacter les délégations sur place parce que tous les travails d'aller voir les délégations en amont de la COP, c'était un peu difficile, donc on avait vraiment besoin d'être sur place. Et puis le sujet qu'on voulait dire, c'était la jeunesse est à la COP, elle regarde ce qui s'y passe et les négociations, ils sont très importantes, mais malgré tout, on sait qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté de la COP et on ne veut pas non plus détourner le regard et on veut aussi montrer que la jeunesse a investi sur ce plan-là. Et donc ça a plutôt bien marché. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plutôt à la fin de ce panel. Mais voilà, aussi un petit mot. J'ai été très impressionnée par tout ce qui a été fait sur le terrain par les personnes avec qui je suis partie, leur motivation, la façon... nous, on était occupés sur une campagne un peu plus large que celle des négociations sur place. Donc c'était à la fois un moyen de nous protéger de ce qui s'y passait parce que j'ai pas forcément eu la déception ou l'actualité jour par jour de ce qui discutait à la COP. Et pourtant, c'était très, très important qu'il y ait des jeunes sur ces enjeux-là et qu'il y ait des jeunes qui viennent interpeller Macron, des jeunes qui viennent interpeller Pouyanné. Pour moi, c'était essentiel et ça m'a vraiment touchée de voir que la jeunesse française laissait pas juste les choses se faire et qu'on essayait de rendre notre présence à la COP le plus utile possible. Merci beaucoup pour ta présentation. On va un peu rester sur les énergies fossiles. Est-ce que cette COP a été un succès ? On l'a vu un peu partout dans les médias. On lui a donné une dimension historique, notamment par rapport au traité sur la dimension fossile. Et paradoxalement, c'est ce que tu disais, Lisa, tout à l'heure, tout le monde ne s'est pas enthousiasmé comme ça. On peut même être assez mitigé sur le bilan qui en a été fait. Donc il y a un article du GST qui est le Global Stock Take, si je ne me trompe pas, qui fait référence, justement, c'est le grand bilan au fait de sortir progressivement des énergies fossiles. Donc il y a des questions de doublement d'efficacité énergétique, mais il y a plein de distractions dangereuses qui sont mentionnées et il faut qu'on garde cette trajectoire. Est-ce que ça va être fait et comment on fait pour adapter ça aux différents pays en fonction de leur vulnérabilité, leur implication et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, est-ce que vous pourriez nous dire un peu votre ressenti par rapport à ça et peut-être épiloguer, étayer un peu plus sur la dimension mitigée. Est-ce que c'est si historique que ça, cette COP, sur cette dimension-là ? Yes. Déjà, peut-être revenir sur le process du bilan mondial, parce que c'est un process qui a été très peu vu et auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire une approche pas du tout bottom-up, qui est l'approche très, très conduite par tous les partis, etc., qu'on peut voir dans toutes les négociations.
ça a été une approche en fait qui était vraiment top-down, donc très très guidée par les ministres, finalement les head of delegation, etc. Et moi, quand je parlais aux négociateurs et négociatrices, la plupart me disaient en fait, on n'a aucune vue sur ce qui se passe, même sur nos items de négociation, même quand on parle des choses dans lesquelles on est expert et experte, c'est notre travail en fait. On n'a aucune visibilité. Et parfois, on a juste des retours de ministres qui nous disent bah, on va faire ça, et ils doivent juste hocher la tête. C'était un peu du jamais vu. Ça a fait aussi que la société civile n'avait que très très peu d'emprise sur ce qui se passait, voire même pas du tout de visibilité, tout simplement pour savoir qu'est-ce qui se passait, quelle temporalité, où cibler le lobbying aussi, parce que du coup, à part quelques actions, en fait, on n'avait un peu rien. D'habitude, on peut parler quand même aux négociateurs, aux négociatrices, exprimer une opinion, viser quand même des groupes en fonction de leur position. Là, c'était pas le cas. Sur toute la communication par rapport aux énergies fossiles qui étaient mentionnées, etc., il faut savoir que ce n'était pas la première fois dans un texte que les énergies fossiles étaient mentionnées dans un texte. À la COP27, il y avait déjà la mention des énergies fossiles et comme quoi il y a exactement la même phrase dans le GST qui était de sortir des subventions non efficientes des énergies fossiles. C'est très vague, ça engage à rien au final, parce que qu'est-ce qu'une subvention efficace? Voilà. Et du coup, en fait, ça questionne aussi l'avancée. Il y a beaucoup de personnes qui disent que là, en fait, c'est moins ambitieux que Glasgow, ce qu'on a. Ça va faire un retour en arrière. Et en plus, il y a aussi des questions sur la légalité du GST, dans le sens où moi, j'ai discuté avec des head of delegation qui m'ont dit, de toute façon, là, c'est censé être un résumé de ce qu'on a fait, du présent également, mais absolument pas du futur. Donc tout ce qui est sur le futur, techniquement, c'est pas dans le mandat. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On le fait parce que la communication, etc. Mais en soi, c'est plus une bataille politique qu'un engagement. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que l'Arabie Saoudite s'est engagée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réelle valeur à l'engagement. C'est beaucoup plus de communication qu'autre chose. Et l'Arabie Saoudite, par exemple, elle ne va pas avoir une société civile qui va la pousser à prendre ses engagements. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur ça. Si je peux continuer peut-être. OK. Il y a 4 parties dans le GST. Donc, il y a atténuation, pertes et dommages, finance, qui s'appelle Means of Implementation, mais au final, c'est finance, et adaptation. Tout ce qui est fossil fuels, etc., c'est vraiment dans la partie atténuation. L'adaptation, il y a le GGA, donc Global Goal of Adaptation. Je vais laisser quelqu'un d'autre en parler, c'est pas ma spécialité. Loss and Damage, c'était assez vide. Finance, c'était assez vide aussi. Parce qu'en fait, vu que ça a été repris par des ministres, c'est des personnes qui ne connaissaient pas les sujets et qui n'avaient pas le temps du tout. Donc du coup, on se retrouve avec, par exemple, toute la partie finance. Il y a des fois, c'est juste des copier-coller d'autres rapports, d'autres paragraphes entiers. Ça sort de nulle part. Il y a très peu de structure, très peu de logique. Et en fait, limite, il ne marquait rien. C'était exactement la même chose. Pour le Loss and Damage, finalement, il y a très peu de mentions du fond. Le fond de Loss and Damage était quand même un pas assez énorme. Et du coup, il y a aussi tout un questionnement de à quoi il sert ce GST ? Parce que normalement, un GST, c'est aussi pour avoir une vue plus reculée sur ce qui se passe, plus globale, peut-être même systémique. Et là, vu qu'en fait, c'était avec des personnes qui n'étaient pas vraiment expertes des sujets, en fait, on n'a pas du tout eu ça. Et on a vraiment eu un débat uniquement politique. Et ça peut être reproché, justement. Oui, merci Julie. J'allais aussi recontextualiser un peu le propos en mentionnant 2 choses. Je parle sous la gouverne évidemment de Corentin qui connaît un peu sur le bout des doigts les rapports du GIEC. Mais donc le GIEC, le groupe d'experts et d'expertes intergouvernementales sur l'évolution du climat, et d'après aussi un rapport de l'Agence internationale de l'énergie et une compilation de données par Oil Change International, plus de 40% des réserves de charbon, de pétrole et de gaz
dans les installations déjà existantes ou en cours de construction ne devrait pas être exploité si on veut respecter la limitation à laquelle on s'est engagé de plus 1,5 de degrés en plus à la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle. Donc c'est vraiment pour dire que quand on sait que les énergies fossiles, si je ne me trompe pas, c'est bien 90% des émissions de gaz à effet de serre. 98 ou 80, 3/4. 3/4. Enfin, évidemment qu'il fallait avoir absolument un accord. En plus, c'était à Dubaï. Il y avait un récit qui avait été créé pour dire qu'on ne voulait absolument pas que ce sujet passe à la trappe. Et c'est pour ça que je voulais montrer la participation de la société civile. Parce que même si le texte est au final un peu décevant, on a réussi à décrocher une formulation sur laquelle ce sera très difficile de revenir. Effectivement, il y avait déjà la mention des fossiles précédemment au niveau des subventions, mais là, le terme qui a été employé, c'est « transition away ». Nous, on a passé à peu près 1 heure à essayer de se mettre d'accord sur comment on traduisait en français. Est-ce que ça voulait dire transitionner en dehors des énergies fossiles, donc passer d'un état actuel à un état où on serait hors des énergies fossiles, ce qui voudrait dire à peu près qu'on en sort, ou est-ce qu'on passe d'un état actuel à un état où on s'est éloigné? Et on est plutôt pour la définition de s'éloigner des énergies fossiles. Et on vérifiait avec une amie tout à l'heure, ça n'a pas eu l'air de paniquer les marchés financiers, la sortie de l'accord. Et donc, pour le secteur pétrolier, c'est accueilli comme une nouvelle qui n'est pas plus perturbante que ça. Puisque les taux sont plutôt à la hausse, alors que par exemple pour la Colombie qui, elle, s'est engagée à sortir des énergies fossiles au travers de la signature de l'appel au traité contre la prolifération des combustibles fossiles, certaines ont appelé ça un suicide économique, parce que réellement ça a créé un énervement et de la panique sur les marchés financiers. Donc on voit à quel point, comme disait Julie, il y a des aspects extrêmement politiques qui sont forcément à trancher sur des questions pareilles. Non, pour revenir sur ça, sur déjà la forme qu'a pris le GST, il y a un événement qui a fait pas mal de bruit. C'est au moment de... le moment où Sultan Al-Jaber tape donc avec son marteau pour signifier l'accord de tous. Ça a même repris le titre de consensus des Émirats arabes unis. Le groupe AOSIS, qui représente donc les petits États insulaires du Pacifique, par sa représentante des îles Samoa, a affirmé ne pas être dans la salle au moment où ça a retenti. Donc déjà, en tant qu'observateur, ça s'est fait de façon extrêmement rapide. Pour avoir jamais assisté à une COP, je pensais qu'il allait y avoir quand même de la place laissée aux partis, mais au moins un petit peu de temps, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je pense que concrètement, on peut aussi prendre le pendant en se disant que c'est AOSIS, c'est les États insulaires qui n'étaient pas dans la salle à ce moment-là. Si ça avait été un autre État, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Pour le moment, on n'a pas l'impression que ça puisse remettre en question quoi que ce soit, mais voilà, pour dire que le procédé est très discutable et a été extrêmement opaque au niveau des ateliers qui ont eu lieu, rien que pour la mobilisation de la société civile et les organisations qui ont participé au dialogue technique, avec vraiment un très grand manque d'informations tout le long. Merci beaucoup, Strel, pour le chiffre que tu as donné, parce que je trouve que ça, sur le charbon, ça représente bien l'importance aussi de la non-prolifération des énergies fossiles. Et juste pour résumer très rapidement, est-ce que c'est historique? Non, c'est pas historique. Faut célébrer les petites victoires, c'est déjà bien, mais c'est pas historique, c'est symbolique et c'est encore très loin de ce dont on a besoin. Ce que l'on demande, c'est une sortie des énergies fossiles pour pouvoir respecter notre engagement de ne pas dépasser les 1,5 degrés. Donc c'est encore trop important et il ne faut surtout pas céder aux fausses solutions comme les CCS, donc les techniques de capture et de stockage de carbone,
le nucléaire, qui peut, selon certains points de vue, faire partie de la solution, mais qui ne répondra pas totalement au problème du changement climatique. Donc encore très attention à ça, et on a encore beaucoup de chemin à parcourir, et c'est important de s'en rappeler. Julie, tout à l'heure, tu nous as parlé des différentes parties de ce bilan mondial, dont l'adaptation, qui est un sujet qui est de plus en plus important au fur et à mesure que la Terre se réchauffe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait parmi vous prêt à nous parler de cet item de négociation ? Ouais, non, je suis désolée. Attends, avant de passer à l'adaptation, et je te donne la parole, je voulais juste compléter ce que disait Noémie, qui était extrêmement important, c'est-à-dire que nous, on demande non seulement la sortie d'énergie fossile, mais on veut que ce soit financé, notamment pour les pays les moins développés, entre guillemets, ou dits en développement, parce que effectivement, qu'ils ont besoin de répondre à leurs besoins, mais sans polluer, et pour ça, ils ont besoin de financement. Or là, on est sur une sortie où il y a très peu de financements qui sont mis sur la table pour se donner les moyens de sortir des énergies fossiles. Et on n'a pas de calendrier non plus. Donc c'est un énorme souci parce que il aurait fallu avoir un calendrier équitable. Macron avait déjà dit lui-même qu'il verrait les pays les plus développés donner en quelque sorte l'exemple, mais il faut que ça se traduise en fait dans l'accord, avec des dates pour les pays dits les plus développés ou sinon les plus riches, et des dates de sortie pour les pays en développement, comme on dit. Adaptation. Je voulais juste revenir sur le petit point nucléaire. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais juste c'est la première fois que le nucléaire est cité dans un accord de COP. Je soupçonne la France d'avoir très fortement incité à ce qu'il y soit. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est pas la question profonde, même si en fait ça peut l'être quand même, dans le sens où avec le RAC, on avait pointé, donc le RAC, le réseau Action Climat, avec qui on travaillait avec le RESES, on avait pointé le fait que la France se concentrait beaucoup, avait un vocabulaire très orienté sur le nucléaire pour cette COP, et donc on s'attendait aussi à ce qu'il y ait des mesures derrière dessus. Juste, je voudrais rappeler que le Conseil constitutionnel a répondu à une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, en faveur du droit des générations futures vis-à-vis des déchets nucléaires le 27 octobre. Donc l'actualité française montre que c'est quand même pas si simple que ça, le nucléaire, et le fait que la France le porte à l'international comme s'il n'y avait pas eu de décision par le Conseil constitutionnel en France quelques semaines plus tôt, moi je trouve que ça pose question. Parce que cet avis n'est pas forcément mobilisé, parce que la société civile n'en a pas forcément conscience non plus, mais ça donne une valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement et à ses articles sur les générations futures. Et vis-à-vis de ça, pose toute la question de le nucléaire, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc moi je trouve quand même qu'il y a un point d'attention à mener sur le fait que si au national le droit commence à se mêler un peu de la question, il peut être un intérêt en France de le mener à l'international pour d'autant plus le rendre acceptable. Et je pense que c'était peut-être une stratégie qu'il y avait derrière, mais voilà, juste ça reste la première fois que c'est cité dans un accord et c'est pas anodin. Donc voilà. Donc ça montre à quel point on a un débat qui a aussi été bien dominé et à juste titre par cette sortie des énergies fossiles et par toutes les fausses solutions qui sont présentes dans le texte et qui continuent donc de nous donner pas mal d'inquiétudes aussi pour l'avenir. Mais il y a un sujet qui a été un peu délaissé et on le verra parce qu'on a eu donc cet éclairage qui a été mis sur les énergies fossiles, puis sur le fonds pertes et dommages qui a été donc opérationnalisé le premier jour et qui a pu peut-être un petit peu distraire les États de la question de l'adaptation, donc la démarche pour faire face et s'adapter aux effets donc, des changements climatiques.
Déjà, bon, on a eu donc à la COP, pour faire assez rapidement, on avait pour projet de voir la constitution du cadre sur l'objectif mondial d'adaptation, le GGA, Global Goal on Adaptation. Finalement, pour être assez rapide, on a un texte qui est extrêmement décevant, extrêmement faible, très vague et qui ne répond pas du tout aux besoins des pays en développement. Déjà, avant la sortie, on a eu une première version de cet objectif qui était sortie et le groupe africain a publié un communiqué de presse en disant qu'il ne signerait rien tant que l'ambition n'était pas rehaussée, puisque c'était leur demande clé pour cette COP-là. Déjà, on a un objectif qui est extrêmement vague, c'est d'augmenter la capacité d'adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité du changement climatique. Mais les objectifs et les cibles ne sont pas beaucoup plus précises dans ce texte-là. On n'a pas de cible, on n'a pas de calendrier. On a le lancement d'un programme à nouveau de 2 ans pour définir les indicateurs pour suivre donc cet objectif-là. Mais voilà, tout est encore à faire. On a des échéances extrêmement lointaines. Les pays devront se doter de plans d'adaptation nationaux, mais à la fin de la décennie. C'est pareil dans le bilan mondial où on a inclus donc un passage sur l'adaptation, mais qui se veut de même extrêmement vague. Il est question donc d'adaptation transformationnelle et incrémentale. Voilà, nous, à titre d'information pour notre plaidoyer, on a insisté sur la dimension transformationnelle qui est la plus adaptée et celle qui est recommandée par les experts pour y faire face. Et au niveau de la finance, ça a été donc le gros problème de cette COP et on y reviendra. On a le rappel du gap en fait de la finance de l'adaptation, mais on n'a aucun moyen, on n'a aucune avancée qui est proposée pour justement le combler ce vide-là. On a des engagements des États qui ont été pris, mais qui sont bien en deçà des besoins. On a des États européens, l'Allemagne notamment, qui s'est engagée à donner plus de 60 millions pour l'adaptation, la France qui s'est engagée à 10 millions en guise de comparaison, mais qui est évidemment bien en deçà des besoins d'adaptation qui se chiffreraient à plus de 300 milliards par an donc pour les États en développement pour y faire face. Donc voilà, un bilan extrêmement mitigé. On reste sur des termes, donc que ce soit adaptation transformationnelle, maladaptation, qui ne sont pas définis, dont les États n'ont vraiment pas de compréhension commune. Donc ce qui n'arrange rien. On a quelques points qu'on peut relever et qui peuvent être intéressants, notamment l'accent qui a été mis sur la nature lors de cette COP. On pourra y revenir, mais justement avec l'inclusion, donc l'importance de la préservation des écosystèmes et d'intégrer des approches fondées sur la nature pour l'adaptation. Pareil, d'avoir une gouvernance qui se veut inclusive, justement en s'appuyant sur le savoir des populations autochtones, mais concrètement, on a un texte qui est extrêmement vague et qui laisse rien présager d'extrêmement efficace pour les années à venir. Et tout ce qu'on espère, en tout cas à ce moment-là, pour la finance, c'est d'attendre la COP prochaine, donc qui sera à Bakou en Azerbaïdjan, où les questions finances seront aussi au sommet de l'agenda et voir si l'adaptation pourra s'imposer cette fois-ci et pas passer au second plan. C'est pas exactement ça. Désolée, mais pour la finance de l'adaptation, en fait, il y a eu 2 choses importantes. Il y a le fonds d'adaptation. J'ai pas suivi, donc je pourrais pas trop en parler, mais grosso modo, les chiffres 10 millions, 60 millions, etc. En fait, c'est plus pour l'opérationnalisation du fonds, tout comme pour le fonds Loss and Damage. C'est toujours au début et en fait, après, c'est des accords qui vont être au fur et à mesure, etc., sur plusieurs années et qui vont normalement être beaucoup plus gros. De toute façon, les pays, là, ils sont un peu aussi dans l'attente de savoir combien ils vont donner pour le New Collective Quantified Goal, qui justement sera en COP29. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de grosses annonces au niveau financier cette année, parce qu'ils sont vraiment dans l'attente de savoir. Après, il y a un point qui est important dans le GST qui, en soi, est complètement sorti d'autres textes, qui n'a pas été dû au GST, mais qui est là. C'est le doublement de l'adaptation, des financements de l'adaptation. Donc là, en fait, il y a eu des négociations en amont de la COP sur
combien actuellement on donnait en adaptation. Le chiffre aux alentours était 19 milliards. Et donc, du coup, là, on parle de le doubler, et donc ça ferait dans les 40 milliards. Le chiffre n'était pas du tout évident à décider, il faut le savoir, c'était vraiment une négociation. Et par contre, ça signe un recul depuis Paris, parce que du coup, là, ça veut dire qu'on estime le besoin d'adaptation à 40 milliards, ce qui est clairement en dessous. Et du coup, là, tout repose un peu sur le New Collective Quantified Goal de l'année prochaine, et on verra combien on donnera sur plein de critères techniques qui sont en négociation actuellement. Voilà. Et juste pour finir, le doublement de l'adaptation, c'est pas non plus une nouveauté, ça avait déjà été mentionné donc à Glasgow, et justement il y a un nouvel appel aux parties de réitérer cet engagement-là et d'aller au-delà dans le GST. Ok, il faut qu'on passe à la suite. Et du coup, on a commencé un petit peu à parler de financement. Donc le financement, c'est un peu le point bloquant globalement de tous les items de négociation. Et pour continuer sur cette question du financement, il y a donc un fonds pertes et dommages dont vous avez peut-être entendu parler. Donc là, il y a eu des montants qui ont été actés. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Juste, est-ce que, en l'état actuel des négociations et des discussions sur le sujet, est-ce qu'on peut estimer que ce fonds pertes et dommages, il est sur une bonne avancée, il avance dans une bonne direction, à un bon rythme? Est-ce que quelqu'un veut donner son avis là-dessus? J'ai un peu envie de dire qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, parce que, en gros, les parties, les pays avaient vraiment un an pour se décider, créer le fonds un peu de toutes pièces, etc. Un an, c'est extraordinairement court, surtout pour un sujet dont on n'avait pas l'habitude de parler avant. Du coup, en fait, les pays devaient construire des positions en même temps que négocier sur ces mêmes positions. En plus, il y a des groupes, ils sont 77 par exemple, c'est énorme, et pour se mettre d'accord, c'est quasiment impossible. Donc vraiment, là, ils avaient un énorme défi, les pays. Ça a fait qu'en fait, ils ont réussi à se mettre d'accord sur quasiment rien. Ce qui n'est pas étonnant, et ils devaient quand même avoir un texte à la fin. Et ça a fait qu'ils ont décidé de dire presque tout ce qu'on peut, on le met sur les prochains dirigeants, le board, du fonds. Donc en gros, là, les pays ont 6 mois pour élire 24 membres de 10 pays développés, 14 pays en voie de développement. Et en fait, c'est ces membres du board qui vont décider de énormément de choses, qui vont être les pays qui pourront toucher de l'argent de ce fonds pertes et dommages, le statut juridique exact du fonds, vraiment tout ce qui est policy, etc., ça va être elles et eux. Et du coup, là, en soi, on est un peu dans la certitude. On sait qu'on a eu un énorme échec par rapport à la volonté des pays en voie de développement et de la société civile qui n'a pas été respectée parce que manque de temps, qui a été qu'on a un fonds sous la Banque mondiale. Ça, c'était vraiment quelque chose que personne ne voulait, hormis les pays développés. Et du coup, là, on se retrouve pour une période d'intérim de 4 ans au moins. Le problème, c'est que les conditions aujourd'hui, parce qu'il y a des conditions pour la Banque mondiale, elles sont extraordinairement floues. Elles vont être choisies par le board. Et dans 4 ans, le seul moyen de sortir de la Banque mondiale, c'est que le board fasse un rapport disant que concrètement là, ça ne va pas à la Banque mondiale, alors que le board est membre de la Banque mondiale, hein, donc conflit d'intérêts, on est pas mal, et que du coup, ils choisissent de sortir. Sauf qu'à ce moment-là, ils pourront aussi choisir d'enlever toutes les conditions qui sécurisent un minimum les pays en voie de développement au niveau des financements, au niveau de la policy, etc. Donc en fait, on se retrouve dans 4 ans à se dire, on rejoue totalement la partie, mais avec la société civile, les observateurs, la plupart des pays complètement exclus des négociations, et au final, que des personnes qui sont dans un total conflit d'intérêts parce que membres de la Banque mondiale décider de l'avenir du fonds. Donc là-dessus, on a quand même des gros problèmes. Et après, pour le financement, là justement, les chiffres qui sont affichés, c'est que les chiffres qui vont servir à opérationnaliser le fonds, donc tout ce qui est lancement du fonds, que ce soit pour au début les membres, le secrétariat, etc., tous les frais du début, ça va juste servir à ça.
Après, normalement, il va y avoir plusieurs milliards, on ne sait pas exactement combien. Ça dépendra aussi du New Collective Quantified Goal. Est-ce qu'on inclut les pertes et dommages dedans ou non? Donc je pense qu'il y aura beaucoup de chiffres dans 1 an en réalité, en tout cas de chiffres conséquents. Et à part ça, en réalité, pour l'instant, ouais, on est beaucoup dans le noir. On n'a aucune nouvelle de comment la société civile sera inclue aujourd'hui, parce que ce serait une décision du board. Ça peut poser problème, parce que ça veut dire que du coup, aujourd'hui, pour les moments clés de la création justement de la politique de tout le fonds et toutes les décisions clés, la société civile sera probablement pas inclue. Ça, c'est quand même un gros problème. Et après, on attend de voir. Voilà. Ouais, j'allais commencer en disant l'anecdote que sous la décision donc d'avoir l'opérationnalisation du fonds sous la Banque mondiale, on avait eu en interne que c'est l'ambassadeur climat qui se vantait d'avoir réussi à mettre ça dans les négociations, que ce serait que de manière provisoire, parce qu'au départ c'était éventuellement sans date de sortie éventuelle. Sur le fond, ça rejoint un peu la philosophie que développait Lisa sur les besoins pour l'adaptation. Donc là, on est à peu près à un cumul de 800 millions pour lancer le fonds par rapport aux pledges, comme on appelle ça, des pays. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est sur une base qui est uniquement volontaire, alors que normalement, on s'attendait à ce que ce soit plutôt un mécanisme qui aille sous la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, plutôt que la Banque mondiale, parce qu'avec la CNUC, on aurait reconnu les responsabilités historiques, ce qui aurait engagé les États historiquement responsables pour financer. Là, le fait que ce soit davantage volontaire, pour autant, ça a permis à ce que des États comme les Émirats arabes unis participent d'eux-mêmes au fonds. Donc, on l'a dit, à peu près 800 millions pour lancer le fonds. C'est un financement ponctuel. On verra bien ce qui suivra. Mais pour l'avoir en tête, les besoins s'estiment plutôt aux environs de 400 milliards de dollars par an jusqu'à présent et 580 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les pertes et dommages. Et pour donner un peu une réalité concrète aux pertes et dommages, les pertes, c'est quand même tout ce qui est perdu de façon permanente, comme des vies humaines et non humaines, des terres, des moyens de subsistance, des sites culturels, des langues, des écosystèmes, des espèces. Par exemple, des personnes qui, du coup, avec la montée des eaux, ne pourront plus habiter là où elles ont toujours vécu et les ancêtres ont toujours vécu. Et les dommages font référence à des choses qui ont été affectées, mais qui peuvent être restaurées, comme des maisons, des écoles, des routes, des entreprises, avec souvent un coût financier élevé. Mais il faut aussi parler des pertes et dommages non financières. Donc, une fois qu'on a connu une catastrophe dite naturelle, ce sont des chocs émotionnels et des traumatismes qui sont vécus. Donc il y a normalement une question morale qui pourrait nous amener à nous demander pourquoi pas nous centrer sur les besoins plutôt que juste le bon vouloir de la charité qui nie la compensation, qui nie la réparation que les pays riches et anciens colonisateurs pourraient devoir envers les pays les moins développés. Et ça permet de faire une transition parfaite avec la prochaine thématique. On a beaucoup parlé d'argent, mais comme tu viens de le dire, il y a aussi des gens, il y a aussi des émotions derrière tout ça. Il y a une question qui a traversé cette COP qui est celle de la représentation et de la participation de la société civile. Donc on a des questions par rapport à ça. Dans quelle mesure est-ce qu'il y avait de la diversité dans les populations qui étaient représentées, dans les prises de décision? Est-ce que ça a eu un réel impact? Parce que chaque année, c'est quelque chose qui revient dans les COP, c'est la dimension justement inclusive, où on veut montrer qu'on s'intéresse à tout le monde et qu'on essaye de mettre tout le monde en avant. Il y a une réalité qui est tout autre et qui transparaît souvent dans les textes où il y a des grands oubliés. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais moi c'était ma première COP. Alors je ne sais pas si c'est parce que le lieu était tel que... Enfin, juste les autorisations de manifestation étaient très compliquées à obtenir. Sur des lieux extrêmement précis sur la zone de la COP, qui était très très grande. Ça donne des belles photos.
Mais en fait, quand on est sur place, c'est perturbant le manque de visibilité que ça peut avoir. Moi, j'étais quand même... Enfin, il y avait des lieux à l'entrée où il y avait toujours un peu de monde qui faisait des manifestations, etc. Mais ça restait très minime. C'était pas du tout au niveau des lieux de croisement. On peut passer une journée à marcher à la COP sans croiser des gens qui protestent, des gens qui manifestent, des jeunes, des sociétés civiles. C'est possible, tout à fait. Ça a été fait. Enfin, le lieu avait en tout cas cette caractéristique-là. On en a aussi discuté avec... quand j'ai eu un rendez-vous avec une personne du ministère des Affaires étrangères et justement c'était une question qui était revenue, mais où était la société civile dans cette COP 28, parce qu'en fait on était là mais on ne se croisait pas. Donc voilà, je pose la question en suspens, est-ce que c'était le lieu et la façon dont il a été agencé, etc. Mais c'était très très grand, il fallait toujours courir pour aller d'un lieu à un autre et pour se mobiliser c'était toujours un peu compliqué. Alors moi je suis partie un peu avant la fin, j'ai beaucoup apprécié voir les jeunes se tenir la main après les annonces du texte, parce que c'était justement un des seuls lieux où je trouve qu'on avait l'espace en B1, là où il y avait les salles de plénière et de conférences, de pouvoir vraiment avoir un lieu où tout le monde était là et on sortait vraiment des plénières avec une visibilité. Mais en fait, on ne pouvait pas toujours être là-bas. Moi, je sais que donc nous, on travaille avec les étudiants du Pacifique sur la question de la Cour internationale de justice. Ils se sont vus annuler leur manifestation dont ils avaient eu l'autorisation, etc., la veille pour le lendemain, sans aucune explication. Donc, je suppose que si ça leur arrivait à eux, ça arrivait à d'autres groupes de la société civile. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça un peu triste parfois. De ne pas pouvoir prendre tout l'espace dont on avait besoin pour montrer notre colère et ce dont on pensait de ce qui se passait dans les salles. Après, c'était mon expérience personnelle par rapport à cette première COP. Je pense qu'on peut aussi le nuancer parce qu'il y avait aussi de belles choses sur place quand même. Oui, je pense que c'est un ressenti qui est assez partagé parmi nous. Ensuite, sur la représentation en fonction des pays, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer un des représentants des jeunesses de l'île de Pâques. Ils sont 3. Nous, on a eu la chance d'être des dizaines et des dizaines pour la France. Donc, il y a encore d'énormes écarts, malheureusement, parce que pas tout le monde a la chance de pouvoir aller à Dubaï, pas tout le monde a l'opportunité de partir et de pouvoir... représenter soit sa communauté, soit son pays. Donc voilà. Ensuite, en termes de diversité, je crois ne pas me tromper pour dire qu'il y a encore... c'est encore très très masculin à haut niveau, au poste haut niveau, les chefs de délégation, les ministres, les chefs d'État, c'est encore très très masculin. Je pense qu'il y a du progrès, j'ai pas les chiffres j'avoue, mais il y a encore quand même beaucoup à faire. Donc voilà, il y a aussi de plus en plus de peuples autochtones qui sont représentés, mais c'est encore pas assez. Donc il faut essayer aussi de travailler là-dessus pour qu'il y ait de plus en plus de place pour la société civile notamment, et de moins en moins de place pour les lobbies. Yes. Pour l'anecdote, qui pour moi m'a quand même montré un peu le respect que les Émirats arabes unis avaient pour les peuples autochtones, ils ont mis le pavillon des peuples autochtones au même endroit que le pavillon de l'OPEC. Je vous jure, premier étage, c'était les autochtones, juste en dessous, il y avait l'OPEC. C'était quand même... du coup, à chaque fois, tous les jours, ils voyaient les lobbyistes fossiles devant, ils devaient passer pour aller à leur salle attitrée. C'était quand même très dur pour eux. Et pour moi, ça a montré quand même le respect qu'avait l'UAI. Plus concrètement, je pense qu'il y avait quand même beaucoup, en fait, dans les images, dans les actions, etc., de peuples autochtones, de représentations géographiques, masculines, féminines, etc., ou même non-binaires. Néanmoins, dès qu'on se rendait dans une salle de négociation, c'était beaucoup plus blanc, on va dire, parlons franchement, beaucoup plus Global North, beaucoup plus masculin, et encore dans la société civile, il y a quand même pas mal de femmes. Même du côté observateur et observatrice, il faut qu'on se dise que c'est beaucoup de Global North, les personnes,
surtout quand on monte avec les personnes qui ont réellement de l'expertise, qui lead et qui ne sont pas là de manière ponctuelle dans les salles de négociation. Donc il y a un réel problème là-dessus. Il y a aussi un problème d'accès aux salles. Et ça, c'est un problème récurrent, mais qui a été énorme cette année. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité empêchait aux observateurs et observatrices d'entrer dans les salles. Souvent, ils disaient qu'il n'y avait pas d'espace. Parfois, moi, j'ai vu des personnes être éjectées des salles alors qu'il y avait des sièges vides. J'ai vu des personnes se faire refuser l'accès alors que les salles de meeting étaient ouvertes à LZE et qu'il y avait de l'espace. Il y avait aussi des fois où il n'y avait effectivement pas d'espace, mais du coup, on disait, on vous met une autre salle où vous pouvez voir via une télé. Et ça, c'était 99% du temps les meetings. Sauf que du coup, là, on se demandait, mais pourquoi on est là si en fait, on est cantonné dans une autre salle et que si on était en distanciel, ce serait la même chose. Et il faut aussi savoir qu'il y a un problème qui était que, en tout cas dans les meetings finance, 100% étaient ce qu'on appelle des informal consultations ou informal. C'est des meetings en fait où légalement les observateurs et observatrices ne peuvent pas parler. Donc ça veut dire que la société civile, pendant l'intégralité de la COP, n'a pas pu dire un seul mot durant une négociation. Et ça, on se demande finalement pourquoi on est là. Et c'est quand même un sacré challenge au final de pouvoir s'exprimer sans pouvoir parler dans les négociations. Même pour 2 minutes, en fait, le statut légal faisait qu'on ne pouvait pas parler. Même si on finissait mais une demi-heure avant le meeting. Et ça reste quand même à considérer quand on parle d'inclusion finalement. Ouais. Sur ce que disait Julie, j'ai rajouté ce graphe où en fait on voit qu'en rose, c'est la partie pour les États-Unis, le Canada et l'Europe de l'Ouest. Donc c'est généralement ce qu'on considère être le Global North, donc les pays dits les plus développés économiquement. Donc on voit clairement que là il y a les 2 tiers qui sont absorbés, alors que ça n'est évidemment pas représentatif de la répartition des populations dans le monde. Et je vais laisser Corentin dire un mot sur les lobbies. Tu as parlé d'Al-Jaber et tout ? Ok. Je sais pas encore. Parce que moi, ce que j'allais dire sur Al-Jaber, c'est que donc il faut faire face aux lobbies d'intérêt privé, aux lobbies fossiles, mais aussi aux lobbies de l'agro-industrie. Et là, on ne va pas beaucoup en parler, mais pour celles et ceux qui suivent l'ITAM Agriculture, c'est malheureusement un lobby qui est extrêmement présent, ce qui fait qu'on ne parle absolument jamais d'agroécologie, absolument jamais de passer à un système plus plant-based, donc sur le changement d'alimentation. Et sur la présidence même, ce qui était affolant, c'est que donc il y a la BBC qui a divulgué des documents qui montraient que les Émirats arabes unis profitaient du processus de la COP28 pour conclure de nouveaux accords sur les combustibles fossiles. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême en fait l'idée de conflit d'intérêts. On avait mentionné le chiffre qu'il y avait sur place d'après une ONG Kick Big Polluters Out, près de 2400 lobbyistes des énergies fossiles. Donc clairement, c'est un vrai sujet. Nous, dans les demandes qu'on avait de la Local COI, qu'on a organisée ici, donc les propositions des jeunes en France pour la COP28, on proposait d'exclure les lobbies, comme on pourrait exclure ce qui s'est fait dans le passé, l'industrie du tabac, lorsque l'OMS devait prendre des décisions sur la réglementation à mettre en place. Donc il y a des solutions qu'on pourrait envisager, mais juste elles ne sont pas encore mises en place. Ouais, peut-être un mot sur les lobbies, les intérêts privés, etc. De mon ressenti, pour être vraiment intégré dans une équipe de négociation, donc celle à l'échelle de l'Union européenne, parce que l'Union européenne négocie d'une seule voix aux négociations, et pour avoir été dans pas mal de salles de négociation avec les négociateurs, négociatrices, voir quel est le processus qui mène à revoir une position, modifier une position, comment est-ce qu'on sait quel compromis on va trouver et tout. Je pense qu'il faut différencier les lobbies d'intérêt privé dont on parle là, type Patrick Pouyanné, et
celui-là, c'est faux de dire qu'il fait partie de la délégation française. Il a un badge party overflow. C'est juste qu'il est accrédité. Mais en gros, on sait qu'il va avoir une activité à mener à la COP. Par exemple, participer à un side event ou quoi avec son entreprise, mais pas faire partie de l'équipe de négociateurs et négociatrices de la France. Il y a une vraie nuance. Si je dis pas de bêtises, l'an dernier, Luc Schall, il était aussi parti avec un badge party overflow. Et je me demande si cette année, t'en avais pas un, Julie. Voilà, donc quelqu'un de Jungo, de la société civile, peut aussi avoir un badge France. Et comme Patrick Pouyanné. Donc il y a une vraie nuance là-dedans à faire de est-ce qu'on représente un pays ou est-ce que le pays donne une accréditation à une personne parce que cette personne a quelque chose à faire à la COP, mais sans que le pays souhaite être représenté par la personne. Donc ça, c'est une première différence à apporter sur la place des lobbies. Et un autre élément, c'est que les personnes qui sont envoyées là par des entreprises, elles vont rien dire dans les négociations. Et c'est pas une entreprise comme Total qui va réussir à peser le moins du monde dans les négociations, même en envoyant une délégation de 3, 6, 12, on ne sait plus trop de personnes, peut-être 20, 30. Et c'est pas comme ça que ces personnes vont peser dans les négociations, mais il y a... le problème de l'industrie pétrolière dans les négociations, c'est qu'il y a des États qui en dépendent, type l'Arabie Saoudite, et que là, il n'y a plus de frontières entre le public et le privé. Mais c'est pareil pour les Émirats Arabes Unis, ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, c'est dans le nom de l'entreprise, c'est une entreprise nationale. Et donc là, on a le national, le public qui se mélange avec le privé. C'est pareil pour Aramco, qui est aussi la compagnie pétrolière saoudienne. Donc là, les personnes qui vont représenter un pays vont directement représenter les intérêts de l'entreprise. Et pour le coup, ces personnes-là vont être capables de négocier dans les salles de négociation. Donc. Et là, on va avoir vraiment des personnes qui vont représenter un intérêt qui n'est pas tout à fait privé, vu que c'est une entreprise publique, nationalisée, mais qui va avoir un vrai impact dans la négociation. Par contre, les personnes envoyées par Total et tout vont jamais avoir accès à des salles de négociation. Et en fait, Total est beaucoup plus petit qu'Aramco, et c'est pas Total qui doit faire peur dans les négociations. C'est vraiment Aramco, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Total, c'est 19 milliards. Il y a une vraie différence. On reste sur le même ordre de grandeur, mais il y a quand même une différence d'échelle, et c'est... Ouais, c'est vraiment sur ces pays-là qu'il y a un problème. Donc sur tous les pays pétroliers qui, eux, vont être capables de bloquer des négociations, bloquer telle ou telle mention à la fin dans l'accord final. Et c'est ce qu'on observe en réalité, c'est qu'il y a des pays, et c'est pas des lobbies, c'est vraiment des pays, il faut les considérer comme tels, sinon on ne sait pas, ok pour dire les personnes qui partent avec une entreprise privée, on n'en veut pas, mais les personnes qui représentent une entreprise pétrolière, mais au nom d'un pays, et qui ont le statut de négociateur ou de négociatrice, on ne peut pas les mettre dehors, sinon ça veut dire qu'on ne fonctionne plus avec tous les pays et qu'on n'est plus dans un cadre de consensus, mais qu'on fait sans certains pays. Et donc ça veut dire qu'il faut changer de cadre, ça veut dire qu'on se place plus sous la CNUC et plus sous les Nations Unies, mais si on exclut des pays parce qu'il y a un mélange d'intérêts privés, d'intérêts publics dans ces pays, parce que ces pays fonctionnent comme ça, c'est... j'ai pas l'impression que c'est le but des négociations d'exclure des pays parce qu'il y a un conflit d'intérêts au sein même du pays. Et je sais pas. Non, il y a juste un enjeu de timing. Ok. Yes. En fait, il faut savoir que tout ce qui était lobby fossile et surtout au secteur privé avait toute une partie de la Blue Zone, donc de la COP28 réservée pour LZE. Les négociateurs et négociatrices ne pouvaient pas y aller. C'était uniquement tout ce qui était head of delegation, ministre, etc. Donc en fait, il faut savoir que tout ce qui est lobby fossile ne s'attaque pas au rang des négociateurs et négociatrices, mais encore plus haut. Et par ça, j'entends, c'était vraiment des énormes quartiers privés, impossible d'entrer même avec un badge rose, donc négociateurs, négociatrices. Ils avaient apparemment des buffets à volonté, une lingerie, etc. Vraiment le grand luxe. Personne ne savait vraiment ce qui s'était déroulé. Même les négociateurs, ils me disaient, en fait, moi j'ai demandé à mon ministre, il m'a pas dit. Même moi, j'arrive pas à savoir ce qui se passe, mais apparemment c'est plein d'arrangements, on sait pas trop.
Pour les lobbying dans les salles, ça a déjà arrivé. Moi, j'en ai déjà vu. Il faut savoir qu'à l'année, il y a des mouvements fossiles, etc., des syndicats de fossiles qui ont le droit d'avoir des badges. Donc, même dans les meetings tout au long de l'année et non à la COP, ils peuvent venir, s'ils le souhaitent, négocier en tant que lobby fossile et influencer directement sur les textes. À savoir qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir réellement beaucoup d'influence puisque c'est le moment où il y a beaucoup moins de distinction entre société civile, lobbying, etc. et pays. Donc en fait, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes et justement, c'est vrai que c'est facile d'avoir un badge overflow finalement et que ça représente un peu tout et n'importe quoi. Donc en fait, on ne sait pas toujours qui on a en face de nous. Personne ne sait vraiment et c'est très facile en fait, d'avoir un négociateur qui parle à un lobby fossile et on ne le sait pas du tout. Voilà. Et pour conclure sur le sujet, juste la situation délicate des pays dont la production économique dépend beaucoup des combustibles fossiles. Là, on a eu le cas de la Colombie. Et on se rend compte que c'était absolument essentiel d'engager la discussion de la réforme de l'architecture financière mondiale, puisque, comme je disais tout à l'heure, le fait que la Colombie s'engage sur la sortie des énergies fossiles, ça les amène à être punis par le système financier actuel. Donc ça appelle plutôt, pour que collectivement on en sorte de cette situation de blocage, à ce qu'on aligne le système financier sur la nécessité de l'ambition climatique. Parce que là, actuellement, on est en train de punir celles et ceux qui sont ambitieux et ambitieuses, et dont les pays qui dépendent des combustibles fossiles et qui veulent bien faire. Ouais, enfin, juste ça, je dis pas le contraire, mais ça relève du choix d'un État souverain et pas d'un choix à l'échelle de la CNUC imposé à un pays, quoi. Bref, ce débat est compliqué. Et là, on a du coup parlé, on a un peu resitué les enjeux. On a un peu resitué les enjeux de ce qui s'est passé sur cette COP, mais l'idée maintenant, c'est d'anticiper la suite et de monter en puissance dans nos plaidoyers, dans les positions qu'on peut avoir. Et du coup, pour envisager ces perspectives pour la suite, je voudrais d'abord qu'on parle un peu du calendrier prochain sur la Cour internationale de justice, dont tu as un peu parlé au début. C'est quoi en gros les enjeux pour la suite sur ce sujet? Très très rapidement, parce qu'on est en retard. Après on doit parler aussi un petit peu COP29, COP30 et surtout avoir des questions éventuellement. Donc je vous invite à essayer d'être plus rapide. Waouh, c'est challengeant. Je vais laisser plein de questions ouvertes comme ça, vous pouvez les saisir et me poser plein de questions et comme ça on se fait un peu un jeu de ping-pong parce que c'est intéressant. Donc oui, la Cour internationale de justice, c'est la plus haute juridiction des Nations Unies. Il y en a plusieurs. Il y a la Cour pénale et il y a la Cour internationale de justice. Elle a deux fonctions. La première fonction, c'est de régler des litiges entre les États. Quand il y a un problème, les États se disputent un territoire, un souci, qu'ils sont d'accord, ils vont voir les juges internationaux, ils vont dire « bon, aidez-nous à trancher le litige ». Il y a une deuxième fonction qui est non contentieuse, c'est la fonction d'un avis. C'est-à-dire que les États vont aller demander aux juges, on n'arrive pas à savoir ce que le droit international nous dit sur cette question. Ça a été le cas sur les essais nucléaires, ça a été le cas sur des pollutions, ça a été le cas sur une multitude de sujets différents. Et on va aller demander aux juges de nous faire une interprétation du droit international pour après mobiliser la communauté internationale sur ce que les juges nous ont dit. Il s'avère que le 29 mars, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la Cour internationale de justice un avis sur le changement climatique, les droits humains et les générations futures. Les questions sont articulées sous deux axes. Le premier axe, clarifier les obligations des États de protéger le système climatique. Deuxième axe, quelles sont les responsabilités des États si il y a non-respect des obligations envers deux catégories. Première catégorie, les États vulnérables. Deuxième catégorie, les générations actuelles et futures. C'est une question qui est extraordinaire, enfin large, tout ce que vous voulez. Les juristes se tirent les cheveux dessus. On ne sait pas sous quel angle la prendre, tellement il y a de choses dedans. On va parler d'individus, on va parler d'états vulnérables, on va parler d'équité, on va parler d'obligations, on va parler de responsabilité, tout ça devant des juges. Et là, c'est en cours, parce que la demande a été faite le 29 mars.
Et donc on est dans la première phase de cette procédure. La première phase de cette procédure, c'est que tous les États qui ont intérêt à agir dans cet avis peuvent donner aux juges leur propre interprétation des questions. C'est-à-dire que l'ensemble des pays de l'ONU peuvent rendre aux juges des exposés écrits dans lesquels ils vont détailler nous pensons que nos obligations au regard de l'ensemble du droit international sur le changement climatique sont ça. Le but, c'est qu'un maximum d'États rendent des contributions qui sont ambitieuses, parce que le droit international fonctionne quand même avec une question de fait majoritaire. Enfin, je retranspose des termes qui ne sont pas forcément exacts, mais plus les États vont être ambitieux dans leurs contributions, plus cela va inciter les juges à être ambitieux dans leur avis, et plus cela va nous aider pour la suite, parce que si l'avis consultatif de la Cour internationale de justice est clair sur des obligations précises des États vis-à-vis de la protection des droits, vis-à-vis d'un impératif à agir, vis-à-vis de leurs responsabilités, vis-à-vis des individus et vis-à-vis des États vulnérables, il n'en fait aucun doute que cela va accélérer les prochaines négociations, que toute la zone grise de l'accord de Paris va d'un coup s'estomper, et donc qu'il n'y aura plus de zone d'ombre au tableau, et que les choses seront claires, les choses seront juridiquement claires, il y aura des juges qui auront détaillé ce que cela signifie. Nous, on était à la COP parce que les États avaient jusqu'au 22 janvier pour rendre leur contribution aux États, et donc c'était très très proche, et on avait l'impression que beaucoup de personnes se concentraient sur la COP, à raison, mais que ce qui se passait devant la Cour internationale de justice était tout aussi important. Et donc il ne fallait pas les séparer l'un et l'autre et dire la société civile est engagée sur les deux plans et nous on veut profiter de la COP pour vous parler aussi de ce sujet-là, parce que le 22 janvier c'est demain et il faut qu'à la sortie de la COP on puisse discuter de ce qui se passe. Il s'avère qu'aujourd'hui la Cour vient de repousser cette deadline, et donc c'est le 29 mars. Ça veut dire que nous, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour discuter avec les États, beaucoup plus de temps pour inciter aussi un maximum d'États du Sud à participer. Parce que ce qui se passe à la Cour internationale de justice, c'est que chaque État a le même temps de parole, chaque argument juridique est à interpréter de manière impartiale. Ce n'est pas le PIB qui va décider si vous avez raison ou pas. Ce n'est pas les lobbies qui vont influencer les juges derrière, c'est la rigueur de l'argumentation juridique qu'il y a derrière, le consensus international derrière des principes qui sont celles de sauvegarde de l'humanité, de protection des droits, des choses qui font sens et qui ont parfois besoin d'être rappelées pour réaccélérer un peu le processus dessus. Et donc c'est toute une affaire qui est très importante à suivre, et donc on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de délégations d'États sur place, d'essayer d'intégrer. Donc là on a eu des retours très positifs au niveau de la France, donc normalement on va pouvoir avoir un regard sur ce qui est écrit au niveau français, potentiellement pouvoir y participer et insister sur des arguments tels que l'équité intergénérationnelle, parce que là aussi on parle des générations futures. Les générations futures, c'est clairement un appel pour que les jeunes s'engagent, pour qu'on soit partie prenante à cette procédure et qu'on dise en fait vos obligations elles se déclinent aussi sur le temps long. Ce que vous agissez aujourd'hui, c'est les impacts de demain, et ça au niveau du droit, ça a aussi une importance, et en tout cas ça va en avoir de plus en plus. Voilà, j'ai essayé d'être courte, c'est peut-être un peu complexe, n'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels il faut revenir, mais... On y reviendra peut-être dans les échanges par la suite. Du coup, pour continuer sur les perspectives pour la suite, je vais enchaîner sur la COP29 avec une double question. Vous aurez chacune, Strel et Julie, 1 minute pour répondre. Et sinon, après, je vous coupe le micro. Non, je ne peux pas faire ça. Mais donc d'abord, sur le fait que cette COP29, géographiquement, se passe dans un État autoritaire. Pour toi, Strel, et pour toi, Julie, quels vont être les enjeux de financement, notamment ce qu'on appelle ce fameux NCQG. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? D'abord, le fait que ce soit dans un pays autoritaire.
Du coup, faut faire un peu l'historique. En 1 minute, ça va être facile. On a eu l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, et maintenant l'année prochaine sera en Azerbaïdjan. Ce sont plusieurs États autoritaires où, par exemple, une certaine partie de la population ne peut pas avoir de droits sur place. J'ai moi-même fait l'objet de discrimination à Dubaï. Et on ne peut pas nier le fait qu'un état constant de surveillance, de menaces, avec des possibilités d'emprisonnement, peuvent permettre une réelle influence de la société civile, parce que ça peut pousser à de l'autocensure. Donc c'est un vrai sujet. Quel rôle on donne à la société civile dans des États autoritaires, ça ne fonctionne pas ensemble. Et juste, j'allais ajouter dernière chose. Cette année, donc autant aux intercessions en juin que là à Dubaï, il y a eu les conflits internationaux qui se sont beaucoup invités dans les relations internationales, on va dire, et dans les négociations. Des gens étaient arrivés aux mains carrément à Bonn en juin au sujet du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et là, ça a été beaucoup de mobilisations qui appelaient au retour à la paix, un cessez-le-feu, à la fin de l'occupation à Gaza, avec aussi des pensées pour le conflit qu'il y a au Soudan. Donc c'était pour aussi mentionner quand même cet aspect qui n'est pas mis de côté lors des négociations internationales, avec le slogan que beaucoup disaient « Pas de justice climatique sans droits humains ». Alors, 1 minute, ça va être compliqué. On se le dise. J'avais 20 items. Cette année, les sujets finances, c'est la plus grosse thématique de toute la COP chaque année. Là, on a battu un record. Avant, c'était 19, cette année, c'était 20. Pour le contexte, du coup, entre 2020 et 2025, chaque année, les pays dits développés doivent donner 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement par compensation à la crise climatique qu'ils ont causée. Et en fait, le New Collective Quantified Goal, NCQG, c'est l'objectif post-2025. On ne sait pas encore pour combien de temps, si ça va être 5, 10, voire 2050. C'est une option aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir que cette année, je l'ai un peu mentionné pour le GST, mais ça a été complètement le cas pour les aspects finances. C'est que les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la plupart des textes, la plupart des items. Et ça fait que du coup, normalement, on renvoie ça au ministre pour décider la question, vu que c'est l'autorité supérieure. Sauf qu'ils étaient tellement occupés avec le GST qu'ils n'ont juste pas pris de décision. Et ça pose énormément de problèmes, c'est-à-dire que nous, en finance, toute l'année, on a pas mal de meetings, et là, on se retrouve avec des indécisions, avec des choses qui devaient être décidées, comme la définition de qu'est-ce que la finance durable, finalement, qui ne sont même plus dans les textes. On ne sait même pas comment faire, puisqu'on n'a même pas de décision, on est dans le noir complet. Et en fait, ça présage rien de bon pour le New Collective Quantified Goal, puisque du coup, on devait avoir une partie des aspects de fond et des décisions prises, comme justement pour combien de temps, ou les aspects qualitatifs du fond, il va être. Et là, on n'a rien. On n'a rien, on va avoir pas mal de meetings sur ça tout au long de l'année avant la COP29. On va avoir au moins 6 meetings. Là, j'ai calculé, on va avoir en gros au moins 1 mois de négociation en amont de la COP sur rien que ce sujet-là. C'est assez gros finalement. Et pourtant, on n'a rien. Et on sait que tous les sujets sont très liés, que ce soit la qualité, la quantité, la transparence du fonds, etc., etc. Et on n'a aucune information de cadre pour nous aider dans ces discussions. Alors que ça fait déjà 2 ans qu'on le discute et à chaque fois, on dit en fait, on a besoin d'un cadre parce que là, on a trop de choses à discuter en même temps, donc ça ne va pas. Donc ça présage rien de bon et actuellement, on a surtout peur d'avoir une décision de dernière minute au niveau politique à la COP29. Et ça ne présage rien de bon parce que ce serait par des ministres sur un sujet infiniment technique qui prendrait une décision complètement politique, probablement mêlée à d'autres sujets, etc., comme finalement se trouvait pour cette année. Donc on verra bien, mais pour l'instant, on est vraiment dans le noir, je dirais, et ça dépendra aussi de négociations d'autres sujets finances qui auront lieu en parallèle cette année. Voilà. Merci.
Du coup, COP29 l'année prochaine, COP30 ce sera dans 2 ans, ce sera au Brésil, et le Brésil se prépare énormément, ce sera aussi la COP16 biodiversité, donc on imagine qu'il y aura beaucoup d'attentes sur ce sujet, et si évidemment vous voulez en parler juste après, Lisa ou Noémie, n'hésitez pas. J'allais juste dire avant ça que nous, on s'est engagé là à avoir des processus comme la Local COI, donc c'est la COP locale engagée des jeunes. Il y aura également une RCOI, donc ce sera au niveau régional, ce sera au niveau européen normalement l'année prochaine. Donc il y a des choses qui pourront encore bouger. On a noté qu'il y avait eu une montée en compétences cette année, donc on espère que ça va continuer à se développer. Donc on vous invite, pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés, à nous rejoindre parce qu'il y a des choses qui sont prometteuses. On a développé aussi notre travail avec NAICA, comme c'était mentionné plus tôt, qui est donc le réseau des jeunes européens et européennes, avec Yongo, enfin, parce que c'était jusqu'à présent pas encore le cas. Et donc Yongo, c'est ce qui représente la jeunesse au niveau international auprès de la CNUC. Et on travaille aussi avec le CAN et Demand Climate Justice, qui est également un réseau d'organisations environnementales un peu plus radicales. Donc toutes ces questions-là devront se poser au fur et à mesure de comment on continue de travailler ensemble, comment on essaie en France, parce que on n'a pour le moment pas beaucoup de Françaises et Français qui ont réussi à pénétrer ces sphères. Donc ce serait important, si notamment on porte ces discours d'inclusivité, et que la jeunesse le porte d'ailleurs, que chacune ici puisse y participer. Un mot sur COP30 ou COP16 ? Ah oui, Juste pour la Regional COI, c'est tout à fait probable qu'elle soit en France, puisque pour l'instant on étudie 3 options, Milan, Lyon et Paris. Voilà, donc si ça se trouve, ce sera ici, dans cette salle. Et du coup, maintenant, on va passer à des questions du public que Léa va animer. Et moi, je vais... Enfin, sauf s'il y avait des trucs à rajouter. Non, c'est bon. Moi, je vais tourner en salle avec un micro. Il y a des gens en ligne qui peuvent poser des questions aussi. Et du coup, Léa va animer les échanges et les gens pourront répondre. Qui a des questions ? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais une petite question parce qu'en venant, du coup, je suis passé devant l'hôtel de ville et on a pu voir un peu la propagande pour les JO qui est faite. Vous avez parlé de Macron tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait aussi Hidalgo à la COP. Du coup, c'est moi un peu un sujet qui me tient à cœur sur notamment la question polynésienne en ce moment, où pour faire le petit historique, il y a la tour des juges pour l'épreuve des JO de surf qui doit être construite, qui est un problème au niveau de l'écosystème local et qui pourrait du coup détruire les coraux. Donc moi la question c'était un petit peu, est-ce que déjà vous avez eu l'opportunité de les interpeller sur ces sujets-là, là-bas ? Et j'en ai une deuxième qui suit un petit peu, c'est comment des événements de cette envergure-là que sont les JO, qui touchent et qui touchent plus la société civile que la COP à l'heure actuelle, peuvent porter des messages et comment on peut obliger les organisateurs à vraiment s'engager, même si l'engagement final ce sera d'arrêter les JO. Mais à l'heure actuelle, pour faire un peu le progrès, comment est-ce qu'on peut le faire et comment ça se traduit au quotidien, quoi. Voilà. Merci pour cette question. Oui, on a rencontré Hidalgo et Hidalgo nous a menti. Je vous explique. En fait, on a eu... Je vous explique, en fait, on a eu l'occasion d'aborder plein de sujets avec elle. J'en ai profité pour lui demander justement poser cette question, puisque les JOP, la JOP 2024 se vendent être les plus durables de l'histoire. Alors qu'on sait qu'en fait il y a plein de limites, et notamment une donc qui se déroule en Polynésie française, plus précisément à Teahupo'o sur l'île de Tahiti, où en fait il y a un projet de construction d'une tour en aluminium seulement pour 3 jours de compétition, alors que jusqu'à maintenant les compétitions internationales se sont très bien faites sans. Sachant qu'on veut construire une tour climatisée, etc., pour tout un confort des juges.
Et en fait, la maire de Paris nous a répondu qu'elle ne pouvait pas grand-chose, qu'elle avait une marge de manœuvre très limitée, et qu'en plus, je cite, on verra bien s'il y aura des dégâts. Alors, spoiler, le lendemain de cette conversation, les travaux ont commencé pour la tour, détruisant énormément de coraux dont une énorme partie des communautés locales dépendent, notamment pour la pêche, pour se nourrir. Donc c'est une question de vie ou de mort pour eux. Ça fait 4 ans que les communautés locales, elles se mobilisent sur place pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'arrêter les travaux, pour juste se contenter en fait d'une tour en bois qui existe déjà, qui a déjà des limites en plus. Donc pour dire que ça suffit. Et elles sont pas écoutées, ces communautés locales. Les travaux ont été interrompus de façon très temporaire. Là, on vient d'apprendre que ça va être maintenu, que ça va reprendre. On a aussi posé la question à Christophe Béchu quand on l'a eu. Et encore une fois, à chaque fois, c'est un peu le même sujet. On n'y peut pas grand-chose. C'est la Polynésie française qui demande qu'on fasse les JO chez eux, etc., etc. Des arguments qui tiennent pas la route. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question. C'est très compliqué en vrai d'avoir vraiment un pouvoir sur les JOP parce que ça a une ampleur telle et c'est lancé depuis tellement longtemps maintenant que voilà la machine est largement lancée. Il y a des mouvements qui sont prévus à Taupo sur le site. Des mouvements avec les communautés locales. Il y a des pétitions aussi qui tournent, qui ont réuni maintenant plus de 250 000 signatures. Donc il faut signer en masse pour montrer qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui s'intéressent à pas juste la métropole et aux Outre-mer, qui sont jamais assez entendus, jamais représentés, qui sont d'ailleurs pas représentés à la COP. Donc c'est vraiment une honte pour le gouvernement français. Donc voilà, il faut pas lâcher, c'est pas fini. On espère encore qu'on puisse revenir sur cette décision. Et d'ailleurs, petit point, je vais peut-être un peu trop loin, mais la COP 31, elle se déroulera en Australie. Et donc, on espère qu'il y aura une prise en compte beaucoup plus grande des voix du Pacifique, qui sont toujours en première ligne du changement climatique, alors que c'est des populations les plus vulnérables au monde. Donc voilà, on espère, on va pousser pour avoir de plus en plus de changements. Ouais, a priori, elle se déroulera en Australie. En plus, elle sera coprésidée a priori par les petites îles. Enfin, ça a été une proposition de l'Australie en tout cas, donc à vérifier si c'est confirmé ou pas. Dans mes souvenirs, il y a aussi la Turquie qui est candidate pour l'accueillir. Je sais pas si ça... Enfin, je crois pas que c'était tranché. Mais si c'est en Australie, c'est en coprésidence avec les petites îles. Et j'allais juste revenir très rapidement, évidemment, sur... Il y a 1 minute. sur la question de départ, parce que merci de poser la question. Et ce qu'a répondu Noémie, pour moi, c'est vraiment l'angle qui reste pertinent, parce qu'on a rencontré à plusieurs reprises la maire de Paris, Anne Hidalgo, et donc effectivement qu'il faut encore mettre beaucoup de pression pour que les choses avancent, mais ça reste... on va dire une interlocutrice quand même, faut le dire. Elle-même a fait l'objet de campagnes des lobbies pour la décrédibiliser, pour atteindre à sa réputation lorsqu'elle a décidé notamment de refuser les financements de Total pour les Jeux Olympiques. Donc ça l'a amené à être montré dans la majorité de la presse comme étant une ennemie. Donc c'est... en quelque sorte des accords souples qu'il faut parfois réussir à avoir, sans pour autant limiter ce qu'on doit critiquer. Mais il y a quand même cette perspective-là aussi à mesurer comment on arrive à se faire entendre, mais en même temps à trouver des alliés, parce que parfois ce sont les mêmes personnes qui sont concernées. On avait une autre question dans la salle. Monsieur, il me semble que vous aviez une question, je vous laisse. Oui, bonsoir à tous et tous. Vraiment bravo pour déjà ce super boulot d'implication, de suivi et puis de restitution, parce que c'est vrai que quand on suit ça dans les médias plus classiques, on n'a pas cette profondeur d'analyse que vous avez pu nous apporter collectivement. Moi, je retiens effectivement ce que tu disais, Julie, sur le fait qu'en fait, les négociateurs n'avaient pas vraiment de mandat de négociation
et que du coup tout se jouait dans la précipitation, l'arbitraire, et que visiblement il y avait une blue zone, d'après ce que j'ai compris, qui était plutôt une zone grise où semblablement pas mal de décisions étaient prises, avec une concentration de puissance économique assez balèze. Donc effectivement, ça donne un petit peu l'envers du décor pour des gens qui ne voient ça que de l'extérieur, comme ça peut être mon cas. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, une question que je souhaiterais vous poser. C'est sur la partie que tu as à un moment assez rapidement évoquée, c'est la question de l'agriculture. Lors de la COP 21, il avait été question de ce qu'on appelle le projet 4 pour 1000, en fait, qui met en avant la faculté des sols à pouvoir jouer leur rôle de puits de carbone et être en fait un très très bon allié qui nous permettrait de faire du stockage carbone au-delà de ces techniques industrielles qui sont des enjeux financiers dont on connaît les finalités derrière. Donc perso, je travaille pour une association filière paysanne qui donc s'intéresse beaucoup à ces questions de préservation des terres agricoles. D'ailleurs, on vient de publier un bouquin édité Qui sème le béton aura bientôt la dalle. Si vous souhaitez effectivement avoir de l'info là-dessus, j'ai quelques flyers. Et la question que je voudrais donc quelque part te poser, surtout par rapport à la question juridique que tu as évoquée, est-ce qu'il est question dans les traités internationaux de pouvoir intégrer cette question de la préservation des sols? Parce que c'est effectivement un levier qui est important. Et nous, on est en train de réfléchir avec notamment donc notre affaire à tous, des juristes qui bossent sur ces questions à l'échelle française, s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir attaquer l'État français pour inaction foncière, écologique et alimentaire, puisque c'était effectivement étroitement lié. Donc si là-dessus, il y a des ponts à faire et s'il y a peut-être des collaborations à tisser, voilà, salam alaikum. Alors on va voir si quelqu'un peut bien répondre à ces questions. On essaiera après de faire des questions peut-être un petit peu plus courtes, qu'on puisse faire passer le micro, mais est-ce que vous avez un mot à dire du coup sur l'item agriculture À moins que quelqu'un connaisse la CIJ mieux que moi, maintenant que je vous ai tous formatés. Non, alors je connais pas, je vous avoue que la résolution est énorme, elle traite de la Charte des Nations Unies, du pacte pour les droits culturels, économiques et sociaux, et une multitude d'autres textes qui ont été envoyés à l'examen des juges. Déjà faire campagne, ça me prend du temps, avoir un master, ça me prend aussi du temps, donc je n'ai pas eu le temps de regarder tous les textes qu'il y avait. Mais sur l'agriculture, sujet très intéressant, la question parle des émissions anthropiques, merci, des gaz à effet de serre, ce qui comprend les énergies fossiles, la déforestation et l'agriculture. C'est pas cité explicitement, mais les juristes définissent leurs termes dans leurs questions. Donc, je pense sincèrement que l'agriculture va être un sujet qui plus est parce que pour les communautés locales, c'est toujours une question de droit, de subsistance. Donc pour moi, il y a forcément des États qui vont mettre le focus sur l'agriculture. Donc il y a forcément des arguments juridiques derrière qui vont être cherchés dans les textes qui ont été soumis à l'examen des juges. Je ne garantis pas que ce soit le cas pour tous les États. Encore une fois, la question est très très large, donc ça va dépendre des spectres. Mais en sachant qu'il y a aussi une question de responsabilité, des obligations derrière, moi je pense qu'il y a des ponts à faire. De toute façon, la question peut être prise sous tous les angles, donc il y a des ponts à faire sur beaucoup de sujets. Et je pense que l'agriculture, du fait de ce terme qui recouvre l'agriculture en fait techniquement, je pense que oui. Voilà, faudrait regarder en précision par contre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en ligne ou dans la salle? Il nous reste encore du temps pour y répondre. Ah, vas-y, tu voulais compléter? Alors, je ne suis pas du tout agriculture, mais il faut savoir par contre que c'est l'une des grandes priorités dans toutes les COP de tout ce qui est pays africains, puisque pour eux, en fait, souvent, c'est plus de 50% de leur économie. Donc, ils poussent beaucoup à l'instauration du sujet et même au niveau finance, à ce que ce soit compris, à ce qu'on en parle, etc. Donc, normalement, en agriculture, ce ne sera jamais un plan oublié. Voilà. Après, on aura juste une question à... C'est peut-être pas oublié, mais c'est quand même des énormes flops. C'est pas récent, ça fait que durer. Là, typiquement, à la COP, le débat, c'était juste est-ce qu'on ouvre un groupe de coordination? Enfin, à un moment, il va falloir se réveiller et parler de fond. Et voilà, donc il faut vraiment essayer de faire bouger les choses sur ce point-là aussi. Et comme tu le disais, hein, la présence des lobbies arrange vraiment pas les choses. Donc il y a encore un énorme travail à faire. Et
Ce qu'on peut souligner par contre de positif, c'est qu'il y a de plus en plus de liens qui sont faits entre changement climatique et agriculture. Donc on espère qu'il y a de nouvelles négociations en fait qui vont s'ouvrir, parce que là actuellement ça avance vraiment pas, et il y a de plus en plus de besoins. Donc voilà. Merci. Alors peut-être on peut encore prendre, je pense, 2 questions rapides. Alors moi, c'est pas du tout une question. C'était pour dire qu'en fait, c'est possible de faire changer les choses au niveau de l'Amazonie. Par exemple, Amnesty, ils ont réussi de faire changer les choses en signant des pétitions et en mettant en place des avocats contre les personnes qui voulaient exploiter les pétroles dans les zones à forte concentration de biodiversité. Ils ont réussi à défendre leurs terres. Et je pense que c'est possible de faire ça au niveau pour les JO. Et vraiment, n'hésitez pas à signer, parce que je pense que c'est vraiment utile, et allez-y, quoi. Franchement, c'est important. Voilà. Je voulais juste dire ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des avocats qui sont... je pense que c'est déjà le cas. Ils sont accompagnés par des avocats. Il y a une association qui est derrière, il y en a plusieurs, non ? La question, c'est pour Tiaopo en particulier ? Oui, c'était pour les JO. Oui. Alors, il y a plusieurs associations qui sont derrière, qui ont été créées par vraiment les locaux à Tahiti. Il y en a une qui s'appelle Save Tiaopo. Donc, ça s'écrit SAVETEAHUP2O. Qu'il faut suivre en masse, et il répertorie vraiment toutes les actions qui se font sur le terrain, il relaie les pétitions à signer. Donc oui, comme tu dis, il y a quand même de l'espoir, et il faut garder cet espoir-là. Après, oui, il y a vraiment, juridiquement parlant, je pourrais pas te dire s'il y a des avocats ou pas, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, et ça participe vraiment à faire rentrer cette question-là dans le débat, et on espère que juste, au lieu le gouvernement français, au lieu de se croire ultra pionnier sur la sauvegarde de la biodiversité ou sur les mesures d'adaptation, plutôt déjà regarder ce qui se font sur l'ensemble de leur territoire, et d'éviter en fait tout simplement des écocides qui sont plus permis en fait maintenant. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que vous avez encore des questions ? Ça peut être aussi des questions plus légères sur leur ressenti. N'hésitez pas. En ligne, personne n'a envie de parler en fait. On est fatigué. Merci de me sauver. J'ai une question, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, qui est dans la délégation française. Corentin ? Oui, Corentin. Est-ce que c'est difficile de se retrouver peut-être entre ses propres croyances, ce que tu veux défendre, et se retrouver entre une association très engagée comme les Jacques et la délégation qui est peut-être un petit peu moins sur la même longueur d'onde ? Ouais, c'est une bonne question, et ça m'avait vachement fait hésiter à candidater au poste. C'est pour ça que je me suis mis sur les négociations sciences. C'est un sujet où la France, là-dessus, elle essaye d'être aussi fidèle que possible à la science, et de pousser un maximum pour que les constats scientifiques soient présents dans les textes de négociation. Donc là, par exemple, la décision sur le bilan mondial, elle s'ouvre le paragraphe 5, donc 5 sur 200 et quelques, donc c'est vraiment au tout début. C'est l'année 2023 est partie pour être la plus chaude jamais enregistrée. Ça, c'est un truc sur lequel les pays, dont la France... Mais en fait, ok, déjà petite parenthèse, mais la France, elle négocie pas, c'est l'Union européenne qui négocie. Donc ça va jamais être que la France, mais c'est toute l'Union européenne, donc déjà ça enlève un petit poids. Mais sur la science en particulier, c'est vraiment des positions auxquelles j'adhère, où je me dis, ouais, j'ai envie de contribuer à ça, et de pas essayer de faire du cherry picking dans les conclusions scientifiques, où ça nous arrange, on prend, ça nous arrange pas, on prend pas. Il y a certains pays qui font ça, donc typiquement les pays qui vont vouloir mettre que les gaps qu'il y a dans les rapports du GIEC typiquement. Donc les rapports du GIEC, c'est dit qu'il y a encore des manques au niveau de... quand on a des scénarios qui prennent pas en compte l'équité, par exemple, il y a des pays qui vont vouloir récupérer ça pour dire les scénarios sont pas fiables, et essayer de faire passer des messages pour décrédibiliser la science. Donc ça, c'est la stratégie de négociation de certains pays.
et en négociant, certes avec la France, et certes je ne suis pas du tout aligné sur pas mal de points, c'est plus agréable. Et peut-être un mot aussi sur le reste de l'équipe de négociateurs et négociatrices. Enfin, il y en a énormément qui ne sont pas du bord politique du gouvernement. Et enfin, perso, c'est plutôt un truc que je trouve rassurant, où c'est plutôt des personnes qui vont pas forcément être en accord avec ce qui est fait, mais qui vont quand même se dire, ok, on va aller là où les décisions se prennent pour essayer de... Certes, on va coller aux lignes qu'on nous donne, mais s'il y a moyen de peser un peu ou d'arbitrer, de faire l'arbitrage dans la direction que je veux. Donc, ouais, juste un mot aussi, peut-être pour les gens dans la délégation française en général qui négocient. C'est pas que des macronistes compatibles et tout. Et il y a pas mal de personnes très, très, très engagées sur, qui ont été dans des assos avant et tout, et qui se disent juste, on va essayer d'aller là. Ouais, faire bouger les choses. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Je me permets juste de rajouter un mot. Avec Corentin, on a beaucoup travaillé ensemble à la COP. Je pense que je me rendais pas compte. Pour moi, déjà aller à la COP, c'était une épreuve. J'avais pas forcément. Enfin, on a dû déjà trouver des accréditations, c'est pas simple. Moi, j'ai avancé mes frais d'avion pour venir. J'ai publié 15 demandes de financement pour y aller parce que j'avais une mission très spécifique qui me tenait particulièrement à cœur. Mais en fait, une fois sur place, il faut des personnes qui ont les clés, il faut des personnes qui font l'interface entre les gens qu'on a besoin de rencontrer et notre plaidoyer, parce que en fait, sinon ça bouge pas. Et si j'avais pas eu Corentin, si moi et Lolita n'avions pas eu Corentin sur place, j'aurais pas pu porter mon message auprès des bonnes personnes sur un temps aussi intense et de manière aussi courte. Et donc les interfaces société civile, délégation et les gens justement comme ça qui endossent des responsabilités qui sont pas forcément faciles. Et je sais qu'on a tendance à délaisser ce genre de poste parce que c'est pas facile. C'est essentiel. Mais essentiel, parce que s'il n'y a personne pour vous donner les clés, on ne va pas vous ouvrir les portes. Et si Corentin n'avait pas été là pour nous mettre en contact avec les bonnes personnes, j'aurais dû adopter la stratégie de me positionner devant une porte, d'attendre de voir passer les gens, de leur demander s'ils avaient un rapport avec mon sujet. Ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, j'en avais pas. Donc Corentin, il a facilité énormément mon travail de plaidoyer sur place. Il n'avait pas été là, j'aurais pas pu avancer autant, encore une fois. Donc je le remercie énormément, mais je pense qu'on en a déjà parlé sur place et c'est à quel point j'en suis reconnaissante. Mais voilà, c'est aussi pour encourager à adopter ce genre de posture qui n'est pas forcément évidente a priori et pas forcément aussi à valoriser ce genre de poste en fait aussi, à dire c'est pas facile, c'est déjà un peu schizophrénique, donc si on se fait tirer des deux côtés et du côté où on n'est pas d'accord et du côté où on est censé trouver des alliés, mais en fait on nous dit mais t'es du côté des méchants, etc., c'est pas facile. Donc voilà, faut prendre la place partout où on peut, essayer de faire bouger partout où on peut et donner les clés aux gens qui en ont besoin pour faire avancer plus vite et plus loin